parle de culture internet, on ne peut pas ignorer que l'extrême droite possède aussi la sienne. De 8chan à X, en passant par des groupes néo-jabons sur des réseaux plus grands et publics comme Facebook, aujourd'hui, ils se cachent plus. Difficile de ne pas reconnaître les militants à leur pseudo arborant des emojis fleurs de lys, croix chrétienne ou encore drapeau français. Mais ça ne se limite pas à ça. On les voit désormais développer dans nos espaces numériques un discours souvent tourné vers la glorification du Moyen-Âge et du temps des croisades. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que l'extrême droite vient chercher dans l'époque médiévale ? De quel imaginaire lié à cette période se servent-ils ? Et comment utilisent-ils les réseaux pour construire et diffuser leur discours ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Inès Limam, historienne et doctorante en histoire médiévale au laboratoire TDMAM de l'université Aix-Marseille. Ces recherches portent sur les formes possibles des transidentités à l'époque médiévale, donc autant dire qu'au fil de son travail, elle a été amenée à croiser ces cas de réappropriation contemporaine de cette période historique. Ok, je lance Azerty. Le 21 février de cette année, en 2026, une manifestation s'est tenue à Lyon à la suite du décès du militant néo-nazi Quentin Derenc. Cet événement a sans doute marqué un tournant dans la lutte contre le fascisme en France. De plus, pour beaucoup, la couverture médiatique de cette manifestation a constitué l'un de leurs premiers contacts avec les symboles de l'extrême droite. Commençons donc par l'espace physique, plutôt que par celui numérique. Quels symboles étaient présents ces jours-là ? À la manifestation, donc en fait, ils avaient une banderole, Quentin toujours présent, je crois, et en tout cas, le symbole vraiment qui était présent dessus, c'est le chrisme. Et le chrisme, alors c'est un symbole à la fois médiéval, mais aussi antiquité tardive, et en fait, ça symbolise Jésus-Christ. Donc en fait, ça vient du grec, Jesus Christus, un truc comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que le christianisme était vraiment pas favorisé par l'Empire romain et plutôt menacé. En tout cas, c'est vraiment aussi toute la période des martyrs. Donc là, on est vraiment au IVe siècle, je crois. Et l'idée, c'était d'avoir des codes de reconnaissance. Et donc, il y a notamment le poisson qui était présent dans les catacombes romaines pour les cultes secrets. Et il y a aussi, du coup, ce chrisme qui apparaît avec, du coup, les initiales en grec de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs versions du chrisme, mais le chrisme qui est présent du coup sur la banderole à Lyon, c'est celui du rho, qui est une lettre grecque. C'est un symbole donc chrétien de base, en tout cas fin de l'Antiquité, qui est aussi repris beaucoup dans l'Empire byzantin. Et c'est vrai que ça a suscité des réactions parce que tout de suite, les historiens et historiennes ont vu une récupération d'un symbole de l'Antiquité et du Moyen-Âge à des fins fascistes, parce qu'en fait, il a été beaucoup réutilisé comme d'autres symboles dans des dynamiques d'extrême droite pour promouvoir l'image d'une France, ou en tout cas même de manière plus large d'une Europe et d'une civilisation chrétienne en opposition à l'islam ou à d'autres phénomènes de société entre guillemets comme le progressisme et les mouvements LGBT. Et ça a un peu fait une espèce de panique morale, en tout cas sur les réseaux sociaux, entre historiens et militants d'extrême droite, à propos de ce chrisme, avec l'idée que comme c'est un symbole qui date de l'Antiquité tardive, il ne pourrait pas être fasciste, puisque le fascisme, finalement, c'est le XXe siècle. Mais alors, en fait, ça pose du coup la question de l'utilisation des symboles et des usages de l'histoire. Les symboles qu'on a pu voir à la manifestation de Lyon servent donc à la fois à ce que les militants s'identifient entre eux, ok, ça paraît logique, mais là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que l'usage de certains symboles sert de bouclier à certains militants pour échapper à une certaine critique, en tout cas échapper à une certaine définition. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a des échanges sur les réseaux sociaux à ce propos entre militants et historiens. Mais bref, utiliser le chrisme, c'est pas être fasciste, puisque le fascisme, c'est une notion de l'époque moderne. Ça, c'est une partie de l'argumentaire, mais j'imagine que ça s'arrête pas là. Continuons un peu de creuser sur ces sujets. Je pense qu'en fait,
on peut faire un parallèle finalement avec l'apparition du chrisme du coup au IVe siècle et finalement aussi le terme de dog whistle. Donc en fait c'est utiliser des symboles pour propager des idées mais de manière un petit peu cachée et dissimulée et qui ne sont compréhensibles que par les personnes qui en ont la référence. Et du coup, je pense que l'idée de ce chrisme, c'était à la fois pour paraître présentable et réaffirmer finalement le fait que Quentin aurait été finalement un simple militant qui se battait pour une France chrétienne avec des valeurs morales qui sont associées aussi, par exemple, parfois au christianisme de gauche, au socialisme chrétien, quoi. Tout en proposant un discours qui était aussi assimilable pour leurs camarades néo-nazis. En disant on se reconnaît finalement entre nous avec nos symboles et en même temps en se cachant en fait. C'est facile de se cacher derrière des symboles historiques parce qu'il y a encore une fois cet argument de c'est un simple symbole, il est utilisé en Italie, il est présent il est présent dans la vie culturelle chrétienne quoi. Et que du coup ça permet aussi de semer le trouble et je pense que ça part aussi de tout ce qu'on appelle les politiques de dédiabolisation et de en fait insérer dans l'imaginaire collectif, reprendre des choses qu'on connaît, leur donner une connotation, mais qui n'est visible que par certaines personnes qui en ont les codes, quoi. Quand je pense au symbole de l'extrême droite en ligne, je peux pas m'empêcher de voir, comme dit au début de l'émission, l'emoji fleur de lys, épée, croix chrétienne ou autre. Bref, j'ai l'impression que les symboles, il y en a, certes, mais il y a aussi une manière de les utiliser dans l'espace numérique qui a sa propre culture. L'extrême droite s'adapte. Ils ont aussi une culture qui leur est propre et ils partagent des codes et ils partagent des références culturelles. Et je pense que ça permet à la fois, effectivement, pour eux de se reconnaître, mais aussi de créer des imaginaires communs. Et de la même manière, effectivement, que la pastèque pour la Palestine, ça permet de te dire « Ah, c'est un camarade pour la Palestine, je vais le suivre » ou « Ah oui, je reconnais, par exemple, ce sticker à ma fac avec une pastèque, c'est cool, j'adhère ou pas. » Et ben, en fait, c'est un peu la même chose pour la fleur de lys et je pense aussi que ça permet aussi pour eux de créer des communautés, en fait c'est ça, des communautés à partir de symboles connus et aussi de créer des liens avec d'autres groupes d'extrême droite européens et là c'est clairement identifié, c'est l'extrême droite française et de récupérer aussi un héritage pour le coup la fleur de lys c'est aussi plutôt les héritages royalistes et du coup récupérer vraiment des symboles historiques en disant on s'insère dans une histoire française au long terme quoi, et qui est fantasmée et idéalisée mais... Bon d'accord, l'extrême droite a ses symboles, mais je pense que c'est une erreur de les considérer comme un bloc monolithique. Eux aussi ont leur courant. Je demande donc à Inès s'il y a des différences entre, disons, les royalistes et, je ne sais pas, les zémoristes. Je ne pourrais pas répondre de manière si précise, mais je vais plutôt partir sur une opposition sur paganisme et christianisme pour les usages du Moyen-Âge. Parce qu'il y a des groupes d'extrême droite qui sont plutôt proches de discours, en tout cas d'une espèce d'idéologie et d'une narratologie qui reviendrait à des dieux païens, pré-chrétiens, d'une Europe vraiment qui, elle, serait même avant le christianisme, du coup plus pure encore, dans cette espèce de retour aux origines et aux sources de l'histoire. Et de l'autre côté, vraiment, l'extrême droite enracinée dans la culture chrétienne. Et là, par exemple, du coup, c'est pas du tout les mêmes symboles. Il y a un site qui s'appelle Indextrême, où du coup, c'est des militants, militantes. Et tu peux faire des recherches symbole par catégorie. Et moi, j'ai fait ça, par exemple, avec mes étudiants en classe, quand on étudiait le Moyen-Âge. Et par exemple, tu as des runes qui sont utilisées... par des groupes qui se réclament d'un certain paganisme, notamment l'extrême droite ukrainienne, dont on a un peu entendu parler médiatiquement. L'extrême droite qui utilise vraiment les symboles médiévaux répertoriés comme la croix des Templiers, même la figure du chevalier, ou alors la bataille de Poitiers contre l'envahisseur musulman, qui est une construction historiographique qui n'était pas vraie. Historiquement entre guillemets, tout ça c'est plutôt lié à l'extrême droite chrétienne et l'extrême droite royaliste. Alors je suis pas experte de ça, mais j'ai l'impression que vont pas forcément utiliser les mêmes symboles non plus. Par exemple il y a la fleur de lys et tout, mais eux par exemple ils utilisent beaucoup aussi Jeanne d'Arc.
Et d'ailleurs, c'est un peu un ovni en fait du Moyen-Âge, parce que Jeanne d'Arc, elle est réutilisée par l'extrême droite, mais aussi par l'extrême gauche. Et ça peut paraître aberrant qu'ils utilisent la figure d'une femme qui se coupe les cheveux, qui met des habits d'homme. Mais il y a ce truc de... elle a aidé la couronne de France, et c'est contre l'envahisseur, et aussi tout le lien avec le christianisme et son rapport à Dieu. Voilà, la manière dont Jeanne d'Arc est représentée est quelque chose qui m'a toujours interpellé et intéressé. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un véritable court-circuit. Comment peut-on ne pas voir la complexité de ces personnages ? Mais bon, on va le laisser pour un instant d'un côté, on va y revenir, parce que d'abord, il y a une chose que je ne comprends pas complètement. Pourquoi, parmi toutes les périodes historiques, est-ce que précisément les Moyen-Âge obsèdent autant l'extrême droite ? Comme se fait-il que leurs mèmes sur Internet, qu'ils produisent tout le temps, concernent les chevaliers et pas, par exemple, les Romains ou Napoléon ? Je pense que le Moyen-Âge, c'est clairement aussi lié à l'islamophobie de certains groupes d'extrême droite. Parce qu'en fait, le Moyen-Âge, voilà, c'est le moment la fin de ce qu'on caractérise comme la fin du Moyen-Âge, c'est la Reconquista en Espagne. Après, du coup, début du Moyen-Âge, que vraiment va se propager l'islam. Et donc là, je pense qu'il y a une volonté aussi de construire un récit civilisationnel contre l'islam, en tout cas. Et que aussi, le Moyen-Âge, on a tendance à l'oublier, mais contrairement à l'Antiquité, on a plutôt vraiment aussi cette vision où il y a plusieurs civilisations antiques, par exemple, je sais pas moi, les pharaons, ou même on peut penser à la Mésopotamie, ou en tout cas c'est aussi très méditerranéen finalement, l'Empire romain, on en a tous un petit peu conscience, alors que le Moyen-Âge, c'est vraiment une période qui est construite autour de référentiels à la fois chrétiens, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a des échanges économiques et culturels, mais aussi c'est très Europe occidentale, même un peu Europe de l'Est, Europe centrale, mais c'est une période qui finalement ne marche que pour l'Europe. Et pour citer Édouard Saïd, l'Europe en tant que civilisation, en tant qu'idée qu'elle a d'elle-même. Parce qu'en fait, finalement... il y a des Moyen-Âge dans d'autres cultures, par exemple dans l'historiographie chinoise, autour des empires et des dynasties, mais ça ne correspond pas du tout à la même période. Et je pense que le Moyen-Âge cristallise du coup ce truc de « on est contre l'islam », enfin, de manière idéalisée, et c'est purement une identité européenne, et c'est tellement une identité européenne, blanche, chrétienne, que c'est aussi récupéré par l'alt-right aux États-Unis, alors qu'a priori, eux, ils n'ont pas d'héritage, enfin, ils n'ont pas d'église médiévale, aux États-Unis, mais ils récupèrent ça comme, en fait, on est les descendants de cette civilisation européenne. Et je trouve qu'aussi, notamment aussi pour les courants un peu plus royalistes, c'est vraiment là aussi le début, avec Clovis, Charlemagne, le début des dynasties, des rois choisis par Dieu, par l'Église. Enfin, c'est que ça cristallise, en fait, je pense énormément de revendications de l'extrême droite actuelle. Et ça permet finalement de faire de l'Europe le centre de l'histoire, parce qu'en fait, c'est vraiment une période par et pour l'Europe occidentale, quoi. Ah oui, alors on sent bien l'islamophobie derrière la revendication du temps des croisades. Je crois que c'est pas très subtil. En fait, il y a une sorte presque de parallèle qui est fait pour eux aujourd'hui. Il y a les envahisseurs et il faut repartir en croisade. Mais moi j'y vois autre chose en rebond à ce qui a été dit au début de l'émission. On voit bien que depuis qu'on discute, Inès nous raconte à demi-mot qu'il se cache derrière des symboliques anciennes. Et en même temps, on n'imagine pas l'extrême droite utiliser des symboles récents. Difficile de revendiquer aujourd'hui la croix gammée. Pour autant, il y a plus que ça, puisque en discutant, j'apprends que l'époque médiévale était déjà utilisée au siècle précédent. Mais on peut penser même à des trucs un peu de propagande un peu plus ancienne. Par exemple, la figure du chevalier, elle est utilisée aussi sur des affiches, notamment, je crois, pendant l'Allemagne nazie. Il y a des représentations, même, je crois, de Hitler en chevalier. Enfin, je pense que, en fait, je parle de ça parce que je pense à tout un tas de publications sur Twitter qui mettent en scène les figures des Templiers, des chevaliers, avec un peu des espèces de dog whistle d'extrême droite, il faut récupérer l'Europe, le passé chrétien, des choses comme ça. Et en fait, ça permet aussi, je pense, de choper un public qui n'est pas forcément hyper averti et qui, par exemple, juste aime bien les chevaliers ou les Templiers, parce que c'est vrai que c'est aussi des histoires un peu complexes, avec plein de rebondissements. Il y a beaucoup de
même d'ouvrages, des romans historiques à propos de ça. Et que après, ça va aussi créer des espèces de bulles de consommation, en tout cas de contenu numérique. Donc je pense que ça leur permet en fait de pas être identifiés directement comme extrême. Enfin, c'est pas une croix gammée, quoi. C'est vraiment des symboles à côté, mais qui font partie pleinement de leur culture à eux et de leur référentiel, et qui permet aussi de peut-être venir récupérer d'autres personnes qui seraient juste intéressées par l'histoire, ou en tout cas par ces figures un peu guerrières, et cette espèce aussi de fascination qu'il peut y avoir, en tout cas dans la vulgarisation historique autour des croisades, quoi, par exemple. Les personnes de qui on parle là, les militants d'extrême droite, c'est tentant de penser qu'ils sont aussi bêtes que ça, qu'ils comprennent pas l'histoire qu'ils revendiquent. Mais franchement, j'ai pas envie de croire en la thèse de l'ignorance. On a affaire pour moi à de vrais manipulateurs de l'histoire. J'imagine qu'ils ne croient pas ce qu'ils disent. Oui pour l'ignorance et oui pour ils le savent, parce qu'en fait, il y a tout un courant historiographique d'études de l'ignorance qui s'appelle l'agnotologie, et ça date aux États-Unis sur comment les industriels ont utilisé les comptes rendus sur la cigarette pour dire que finalement c'était pas cancérigène, tout ça. Bon, bref. Et maintenant on l'utilise plus en SHS et tout, mais en fait l'ignorance, ça se construit, ça s'entretient et ça se feint aussi. Et en fait souvent à gauche, il peut y avoir des qualificatifs sur l'extrême droite de ils sont bêtes, ils utilisent des symboles mais ils savent pas ce que ça veut dire, alors qu'en fait il y a aussi des gens d'extrême droite qui sont par exemple chercheurs en histoire médiévale, enfin ils sont pas plus bêtes que nous, je pense, ou en tout cas ils ont accès aux mêmes sources et aux mêmes discours historiographiques, et plutôt que de dire que ils utilisent l'histoire sans trop savoir, je pense qu'ils produisent eux-mêmes une historiographie, en tout cas un manifeste historiographique des usages de l'histoire. Et ça, c'est pas tant sur les symboles, sur les réseaux sociaux, que sur, par exemple, les différents blogs et les différents journaux d'extrême droite, mais qui sont que en ligne, un peu. Il y a des sphères de réinformation. Donc la vraie information, c'est de dire que finalement les médias ne diraient pas la vérité, les chercheurs non plus, c'est très anti-intellectuel, et c'est retrouver la vérité par soi-même, mais qui en fait est toujours politisée et située. Par exemple, je pense aussi que ça dépend en fait du niveau de politisation de la personne qui utilise ces symboles. Enfin, moi, par exemple, j'ai donné un texte justement de Florian Besson à mes étudiants en DM sur les usages des symboles d'extrême droite, du Moyen-Âge par l'extrême droite. Et j'ai beaucoup d'étudiants après qui m'ont dit « Ah, je savais pas, moi aussi je like », même je likais des posts du compte qui est dans cet article, et juste je trouvais ça sympa parce que j'aime bien le Moyen-Âge, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est vrai, en relisant les légendes des posts ou en voyant ce que likait tel ou tel compte, en fait ça faisait partie d'un imaginaire d'extrême droite. Et je pense que on peut différencier les gens qui produisent ces discours et les gens qui les consomment. Enfin, en tout cas, il y a des nuances que la sociologie pourrait tout à fait... L'anti-intellectualisme, c'est une sorte de défiance envers tout ce qui peut représenter une sorte de statut intellectuel. Souvent utilisé dans des discours fascistes ou populistes, il consiste à discréditer tout ce qui est journaliste, universitaire, politique, écrivain ou autre. Le but, c'est d'opposer ce qui serait le peuple à une sorte de bien-pensance qui produit du savoir. Très souvent, la personne qui produit un discours anti-intellectuel se revendique plus proche du réel. Par exemple, une forme actuelle d'anti-intellectualisme consisterait à rejeter les travaux de chercheurs ou de journalistes en les qualifiant simplement de woke ou d'idéologiques, plutôt que de répondre à de véritables arguments. Donc l'extrême droite, en général et sur Internet, utilise les Moyen-Âge à travers d'eux-mêmes, des symboles, des emojis, pour se reconnaître d'abord, après pour créer une mythologie d'une Europe blanche, chrétienne, et en lutte contre l'islam envahisseur. Mais je ne peux pas croire que l'objectif soit uniquement de se reconnaître. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de propagande ? Sinon, il pourrait être plus explicite, non ? De plus, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Bien sûr, l'extrême droite est très liée à la religion, mais est-ce que leur public cible, ce sont vraiment seulement les chrétiens ? Ou bien cette histoire de chevaliers, d'hommes forts, parle en réalité aussi de masculinité ? Là, je m'appuie sur l'article de Florian Besson qui a été publié dans La Vie des idées. Lui, il dit plutôt que c'est lié aux sphères masculinistes. Et en soi, c'est pas faux parce que ça, c'est aussi lié
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, à la construction même universitaire du savoir sur le Moyen-Âge. Le savoir sur les femmes au Moyen-Âge, il n'y en a pas trop, en fait. Enfin, s'il y a une historiographie qui se met en place et tout, mais enfin, si tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis Moyen-Âge, il te dit chevalier et roi, il va pas te dire, je sais pas moi, soigneuse ou sainte mystique, quoi. Et du coup, je pense que déjà, de fait, dans le savoir sur le Moyen-Âge, il n'y a que des hommes qui émergent. Et que en plus c'est des figures qui sont aussi choisies parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles sont guerrières, parce qu'elles sont royales, elles incarnent en fait un idéal de masculinité qui est celui des masculinistes actuels. Je pense que c'est aussi destiné effectivement avec les mêmes, enfin sans vouloir faire de l'agisme, à un public plutôt jeune et qui en fait par cette consommation de mèmes en viendrait à consommer des médias d'extrême droite de manière plus facile. En fait, ce serait un peu comme un petit guet-apens ou une petite pêche au canard et finalement ils mordent à la patte. Enfin, mais après, c'est aussi à nuancer parce que les gens sont pas si bêtes que ça et je pense que au bout d'un moment, comme mes étudiants, ils se rendent compte que ce qu'ils consomment, ça peut être d'extrême droite, ça peut être masculiniste et là, en fonction de leur politisation et de leur volonté propre, ils choisissent ou non de consommer ces médias. Mais c'est vrai que c'est très, très masculin pour le coup, plutôt jeune, je dirais, et j'imagine que voilà, ce qu'on disait aussi, ça fait partie aussi de ce renouveau de l'extrême droite, d'essayer de convaincre par d'autres arguments et qui peuvent paraître plus soft, c'est-à-dire qu'on va pas dire il faut faire la guerre raciale, mais on va dire il faut une nouvelle croisade. Et du coup, c'est aussi des choses qui, je pense, peut-être d'un point de vue légaliste, sont moins condamnables. Enfin, c'est des choses comme ça où je pense aussi ça permet aussi pour eux de se cacher et de propulser une image d'un idéal masculin, guerrier, qui peut être acceptable parce que aussi c'est des références, on l'a pas dit, mais le Moyen-Âge c'est une référence culturelle légitime, hégémonique, c'est-à-dire que c'est une période connue, qui est étudiée à l'école, enfin c'est pas un truc totalement déviant que personne connaît, quoi. Et là, on retrouve quelque chose qui fait écho à une émission qu'on avait faite l'année dernière avec Mathilde Saliou sur le masculinisme. Le Moyen-Âge sert aussi de référence à la culture masculiniste, qui n'est finalement qu'une branche de l'arbre idéologique de l'extrême droite. Cette période, elle est mobilisée pour nourrir certains récits, celui des chevaliers, virils, courageux, prêts à affronter l'envahisseur jusqu'à la mort pour défendre leur terre et leur honneur. Ce sont précisément le type de valeurs que ces milieux cherchent à promouvoir. Or, une culture, ce sont aussi des valeurs, ce sont aussi des symboles, et le Moyen-Âge occupe une place très forte dans l'imaginaire collectif. Alors, réutiliser les symboles de cette période, c'est tenter de parler à tout le monde finalement, mais aussi de donner l'impression que le récit qu'il porte, il s'inscrit dans une sorte de continuité historique. Et quand ces récits est raconté autrement, la polémique éclate. Prenons un exemple concret. Il y a un mois est sorti un jeu vidéo intitulé 1348 Ex Voto, qui se déroule dans l'Italie médiévale. Bon, il faut dire que le jeu apparemment n'est vraiment pas top, bien au contraire. Mais ce n'est pas ça le point. Le véritable corps de la polémique qui a éclaté en ligne réside dans le fait que l'héroïne s'appelle Aeta est une jeune chevalière errante. Et elle entretient une relation pouvant sembler lesbienne avec un autre personnage du jeu. Voilà un cas d'exemple pour nous, et voyons ce qu'Inès a à nous dire sur ces jeux et les réactions en ligne. Je crois que que les développeurs des jeux n'ont jamais utilisé le mot lesbienne. Je suis pas sûre, mais à vérifier, mais qu'en tout cas, bon, c'est sous-entendu en fait, le jeu débute par son ami très proche. Donc, en fait, sa compagne se fait enlever et du coup, elle va faire tout un tas de quêtes pour la retrouver. Et elle ressemble d'ailleurs à certaines représentations de Jeanne d'Arc, notamment, je pense, un documentaire animé qui avait été diffusé sur France TV. Et en fait, c'est une vision très masculine de Jeanne d'Arc avec en fait, ce qu'on appelle une coupe undercut, qui est une coupe très utilisée par les lesbiennes aujourd'hui avec le bas des cheveux rasés. Et en fait, oui, ça a déclenché une vague de lesbophobie. En fait, moi, je me suis rendu compte de
mini panique morale, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur X notamment et sur YouTube, parce que je préparais un corpus sur les lesbiennes guerrières au Moyen-Âge. Et en fait, il y a eu tout un tas à la fois de propos lesbophobes, qui voudrait jouer une femme aux cheveux courts et moches, c'est vraiment juste pour les woke dégénérés. Et l'autre pendant, c'était mais ça n'existe pas du tout, en fait, les femmes guerrières au Moyen-Âge, encore moins les lesbiennes au Moyen-Âge, donc c'est vraiment n'importe quoi. Comme si, en fait, la fonction des jeux vidéo était de produire un discours historique vrai, et comme si, finalement, n'importe qui, tout le monde savait au fond de lui-même que le lesbianisme n'existait pas au Moyen-Âge, alors que les sources montrent qu'il y a des lesbiennes au Moyen-Âge. Pour finir cette rencontre avec Inès, nous avons continué à discuter d'un constat assez simple. En réalité, nous connaissons souvent très mal l'histoire. Et comme nous n'avions finalement pas beaucoup parlé de son sujet de recherche principal, nous lui avons demandé de nous donner quelques exemples d'histoires ou de pratiques restées largement invisibilisées. Des réalités qui, disons-le, ne correspondent pas vraiment à l'image que l'on se fait habituellement du Moyen-Âge. Alors moi j'étudie du coup des saints trans. En fait je sais pas encore si je vais utiliser le mot trans, parce que ça c'est un peu un truc de bullshit de chercheur, je veux le mot le plus précis, mais en tout cas de manière vulgarisée, c'est des personnes trans, donc c'est des personnes qui sont présentées dans des récits religieux qu'on appelle les hagiographies, donc c'est la vie des saints. Et ça commence donc dans les premiers siècles du christianisme, dans l'Empire byzantin. Donc c'est vraiment tout début du Moyen-Âge, fin de l'Antiquité. Et après, ça va être retraduit même jusqu'à de nos jours, mais surtout au XIIIe siècle, XVe siècle, tout ça, en Europe occidentale. Et c'est des récits où c'est des personnages présentés comme des femmes ou des très jeunes femmes qui veulent pas finalement, soit par choix, parce qu'elles ont envie de se rapprocher de Dieu, ou parce qu'elles refusent un peu l'institution patriarcale, elles se coupent les cheveux, changent de prénom, prennent un prénom masculin et vont vivre dans des monastères ou en tant qu'ermites à côté de leurs acolytes masculins. Et c'est des récits qui sont très populaires au Moyen-Âge, et c'est notamment été aussi vulgarisé par l'historien Clovis Maillet dans son ouvrage qui s'appelle Les genres fluides, où il parle aussi notamment de Jeanne d'Arc d'un point de vue trans en fait. Et c'est drôle parce que c'est à la fois des récits religieux, donc finalement il y a aussi une possibilité de transgression de genre et transgression aussi de la sexualité, parce qu'en fait finalement ces moines vont être accusés d'avoir mis des femmes enceintes et ils reconnaissent l'enfant et ils l'élèvent, alors que nous, de notre paradigme biologique, ce serait impossible. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi des contre-réactions de l'extrême droite face à la redécouverte, enfin pas redécouverte de ces textes, c'est juste qu'on avait toujours ces textes et qu'avec l'avènement des théories queer, des théories trans, qui sont des vraies théories, hein. Souvent on dit théorie pour dire que ça n'existe pas, mais en fait c'est des théories au sens de savoir produit. Et ben on va relire ces textes à l'aune des petites lunettes des études queer, et ça produit aussi des contre-discours d'extrême droite, notamment sur ces sites de réinformation. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des usages de l'histoire qui, quand bien même ça remonte au XIIIe siècle, sont hyper contemporains, parce que ça permet de dire finalement il y a eu des personnes queer depuis toujours en fait, et que ça a suscité même aujourd'hui des contre-réactions, alors que c'est un peu l'historiographie que veut l'extrême droite, c'est-à-dire partir des faits et être en mode oui, le christianisme a produit la meilleure histoire, blablabla. Et même quand tu fais ça en montrant qu'il y a des contre-discours déviants au sein même du christianisme, bah, ça produit des contre-feux d'extrême droite, quoi. Merci à Inès Limam pour cette discussion qui a pu nous éclairer sur la manière dont l'extrême droite utilise l'histoire, et merci à elle pour nous donner un aperçu d'un Moyen-Âge différent de celui qu'on pense trop souvent, à tort, bien connaître. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à suivre Azerty comme les 6 premières lettres de clavier sur les applications des podcasts. Vous y trouverez des versions un peu plus longues de nos émissions ou des bonus. N'hésitez pas aussi à nous laisser des étoiles ou des commentaires, ça aide toujours. À bientôt sur le net. Azerty.